On est très heureuse que vous ayez répondu à l'appel et de nous voir si nombreux rassemblés pour 2 jours qui seront sûrement extrêmement riches en apprentissage, en réflexion, en dialogue, en questionnement collectif et individuel. Alors, l'idée d'organiser ces 2 journées d'études sur les migrations et de les ancrer dans le contexte belge, il émerge d'un premier constat. Celui du manque d'opportunités de se rencontrer à la croisée de différentes disciplines pour faire se rejoindre les savoirs qui se produisent ici, dans cette entité politique bien particulière qu'est la Belgique. Mais ce n'est pas un exercice facile. Il est certain que les frontières linguistiques, communautaires et parfois régionales en Belgique n'encouragent pas toujours les savoirs produits dans et sur ce contexte à se rejoindre. Mais nous constatons aussi que toutes ces frontières viennent nourrir le travail scientifique. Nous verrons tout de suite dans la présentation de Martin Delex, qui en propose un état des lieux, mais aussi dans l'ensemble des exposés, que le contexte belge présente une série de spécificités qui méritent d'être traitées à la croisée des disciplines, des multiples grilles de lecture et des diverses positionnalités. Notre pari était donc de tenter de rassembler des acteurs de la production scientifique venant de toutes les universités de Belgique et du terrain. Ce que nous avons partiellement réussi, même si la représentativité n'est pas encore présente au programme et dans la salle. Nous gardons cet objectif en tête pour une éventuelle prochaine édition et nous nous permettons de compter sur vous toutes et tous pour y parvenir. La diversité des approches scientifiques du sujet migratoire sera portée ici aujourd'hui et demain par l'UCL et Saint-Louis, la KU Leuven, l'ULB, l'UGent, la VUB, l'UMONS, l'ULG et la Coordination des sans-papiers de Belgique. Cette diversité, elle est tout autant présente dans le public avec l'Université Mohamed V de Rabat, l'Université de Rotterdam, la Voix des sans-papiers, l'Union des sans-papiers pour la régularisation, le Comité des femmes sans-papiers, Casa Legal, mais aussi le collectif Umoya, le Master Mitra, le Forum Bruxelles contre les inégalités, l'architecture qui dégenre, Progress Law Network, le Comité des Afghans, le CIRE, le CEPAG, le Service de santé mentale Ulysse, la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, le GAMS, le CPS de Bruxelles, Actiris, CNCD 1111, le service public de la région bruxelloise et bien d'autres. Le fil qui relie toutes les interventions est celui des migrations dans le contexte belge et les 4 axes thématiques font écho à des enjeux sur lesquels nous sommes personnellement, nous 4, en cours de réflexion qui ont fait partie de nos recherches respectives. Donc il y a Ajar sur l'approche historique, Yuri sur les mobilisations et l'action collective, Nike sur les questions d'épistémologie, méthodologie et éthique, et moi-même sur l'action publique et les politiques migratoires. Mais aussi, de manière transversale, nous y trouverons des thèmes incontournables, tels que les questions de genre, de race, de classe, d'identité, l'héritage colonial dans la recherche et dans la politique migratoire, les enjeux de représentation de, pour et par les concernés, les enjeux de catégorisation, de cadrage et du rôle de la cognition en migration, les tensions, les pratiques et les effets entre l'accueil et la répression en politique migratoire, les différentes lectures de l'hospitalité, de la solidarité et de la mobilisation, entre autres. Et donc toutes ces questions viennent nourrir et enrichir la question migratoire, qui est en soi un prisme essentiel pour comprendre l'évolution de nos sociétés, de notre histoire collective, des mouvements de population et des parcours sociobiographiques. Et pour ce faire, et d'autant plus à l'approche d'une année électorale, nous avons eu comme ambition, peut-être un peu naïve et idéaliste, de nous rassembler ici et de faire communauté. Si la question de la migration est déjà en soi une expérience de rupture et de continuité, de métamorphose personnelle et identitaire, de processus d'intégration et d'ajustement sociétaux et collectifs, il est inquiétant d'observer la croissante criminalisation des migrations et l'usage presque exclusif de logiciels répressifs, policiers et dissuasifs pour les traiter, au détriment de l'état de droit et de la dignité humaine. Nous ne pouvons donc pas introduire cette journée sans mentionner quelques éléments d'actualité. Dans un contexte où la répression et la dissuasion migratoire se radicalisent en Belgique et partout en Europe, où les droits des personnes en migration sont détricotés, où chaque nouvel événement nourrit un discours déshumanisant qui se banalise, et même parmi les partis démocratiques, où nous avons vu par exemple associer un cadrage de politique migratoire à l'attentat terroriste à Bruxelles le 17 octobre dernier, plutôt que celui de la radicalisation ou même celui de la violence, du racisme ou des inégalités sociales.
Dans un contexte où des dizaines de milliers de personnes sans papier présentes en Belgique depuis de longues années travaillent et se mobilisent pour survivre dans l'espoir et dans la lutte pour une régularisation de leur situation et qui en arrivent même à mettre leur vie en péril sans pour autant être entendues. Dans un contexte de crise de l'accueil qui laisse des milliers de demandeurs d'asile depuis 2021 exclus de leurs droits dans les rues de Bruxelles, ce qui représente un danger pour des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, mais aussi un danger pour l'état de droit, menacé par des objectifs de politique migratoire. Nous posons ici l'inquiétant constat de l'augmentation non seulement du nombre de personnes arrivant en Belgique, mais surtout du nombre de primo-arrivants exclus de leurs droits. La dissuasion migratoire produit chaque jour de nouvelles formes de précarité et d'insécurité, auxquelles se greffent des nouvelles formes de criminalité et de prédation, dont ils et elles sont les premières victimes. Et pour finir, dans un contexte d'actualité bouleversante, avec un massacre en cours en Palestine, où les discours prononcés accentuent des clivages dans l'opinion publique, nous constatons avec effroi la récupération des logiciels racistes et xénophobes, justifiant des politiques coloniales. Nous déplorons que tous ces sujets, faisant pourtant la une des débats de société, soient systématiquement traités de manière déshumanisante et surpolitisée, ou au contraire trop humanitaire et dépolitisante, manquant cruellement de nuances et de complexité, de travail de terrain au plus près des réalités et de prise de distance pour la réflexivité. Nous voulons donc finir par vous remercier tous et toutes, présents ici aujourd'hui et demain, pour votre précieuse contribution et de vous inscrire dans cette volonté de nuance et de complexité, et vous dire que c'est un honneur de le partager avec vous. Pour finir, sur quelques informations pratiques, chaque journée sera donc introduite par une présentation, 2 panels et une table ronde pour clôturer la journée. Pendant les temps de midi, nous aurons un repas halal et majoritairement végétarien du traiteur Samara, arrivé de Bagdad en 2015. Nous voulions vous dire aussi, n'hésitez pas d'ailleurs à prendre leurs coordonnées pour vos événements scientifiques. Et pendant que nous savourons ce repas, nous aurons également la possibilité de découvrir des travaux de chercheurs et de chercheuses qui se sont prêtés au jeu du poster et de son format pédagogique et plus didactique. Ils seront présentés à l'étage. Vous trouverez tous les abstracts proposés par chacun et chacune des intervenantes de la journée, des journées, dans le Book of Abstracts qui est relié au programme. Si vous n'en avez pas reçu, n'hésitez pas à retourner à l'accueil, il en reste sur le présentoir. Les 2 journées seront filmées pour être retransmises sur la chaîne YouTube de Sans Papier TV. N'hésitez pas à vous manifester auprès des vidéastes si vous ne souhaitez pas y apparaître. Et pour finir, on vous laisse sincèrement remercier Sans Papier TV, qui sera présent les 2 jours pour filmer, Simon Desplanques et le podcast Paroles de chercheurs et de chercheuses, le comité scientifique pour son soutien, et on ne va pas citer tous les noms, mais ils sont présents là, les centres de crédit, Crespo, Césir, Cézo, et tout particulièrement Loredana, Enika et Thérèse. Merci à toutes et tous, et très bonne journée. Il est de coutume d'introduire l'intervenant. Bienvenue, professeur Martin Delex, professeur à l'Université libre de Bruxelles en théorie politique, auteur d'un grand nombre de contributions, d'articles et d'ouvrages sur les enjeux migratoires, d'hospitalité, de théorie de la démocratie sous l'angle de la théorie politique. Et donc, cher Martin Delex, merci d'avoir accepté notre invitation. On t'a demandé de partager avec nous ton regard sur l'état des lieux de l'étude des migrations en Belgique et également peut-être les défis ou les perspectives auxquelles nous serons confrontés ces prochains mois et ces prochaines années. Donc un tout grand merci, Martin, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et avant même de commencer, d'abord, d'une part, remercier les organisateurs et pas seulement les remercier, mais vraiment saluer l'initiative parce que je pense qu'elle est excellente. Que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas
Enfin que, à titre personnel, je ne pense pas avoir jamais fait en fait. D'avoir cette volonté de rassembler de façon aussi multidisciplinaire autour d'un objet commun et de faire dialoguer des approches différentes, je trouve que c'est vraiment extrêmement riche et extrêmement intéressant. Et donc voilà, je voulais vous remercier. L'autre chose, c'est souligner à quel point je suis affecté par le syndrome de l'imposteur, parce que je suis quand même pas... Enfin, j'ai travaillé sur ces thématiques-là un peu, mais c'est vrai que je travaille là-dessus depuis un angle un peu enfin, considéré comme hétérodoxe, et donc parfois j'ai pas le sentiment d'être tout à fait légitime sur ces sujets-là, mais donc je suis un peu impressionné et j'espère, enfin partiellement inhibé, soyons honnêtes, d'être là devant vous. Donc j'espère que je ferai ça correctement. Et troisième élément, et puis après je rentre vraiment dans le sujet, mais c'est dire que je réagis ici à une commande qui je trouve qui était une excellente commande, mais on m'a demandé de venir présenter un état des lieux de la recherche en Belgique. Et donc, comme je suis quelqu'un de très scolaire, je me suis tenu à la commande qui m'a été fournie et j'ai vraiment essayé de procéder en 3 temps. Et comme ça, je vous donne un peu le menu du jour d'emblée. La première étape, ça va vraiment essayer d'établir un état des lieux au sens strict du terme, donc un peu acté de ce qui se fait en Belgique et de la diversité des approches et essayer de dresser un panorama trop rapide et trop succinct, mais néanmoins un panorama de ce qui existe en Belgique. Ensuite, un peu revenir sur les enjeux du travail sur les questions migratoires et donc aborder quand même des questions épistémologiques et méthodologiques rapidement. Et puis terminer par la question des perspectives, donc essayer de se projeter un peu dans l'avenir et de voir à partir de ce constat-là ce à quoi on peut s'attendre pour le futur. Et vous verrez que ce sont des constats qui sont très généraux et très génériques. J'espère néanmoins que ça permettra d'alimenter un peu la discussion et puis de lancer la conversation entre nous, mais en insistant bien sur le côté extrêmement rudimentaire de ce que je vous présente. Et je voudrais commencer par un premier constat, soit le 3e slide. Premier constat sur l'étude des migrations aujourd'hui. Et pour quiconque travaille un peu sur les phénomènes migratoires, j'imagine qu'on a été nombreux et nombreuses à avoir la même trajectoire. Il y a notamment la même trajectoire bibliographique qui a commencé par le grand ouvrage réédité à de multiples reprises de Castells et Miller, The Age of Migration, dans lequel, si on devait le résumer, c'est un ouvrage qui fourmille de données empiriques, de constats, mais s'il fallait le réduire à sa substantifique moelle, le message principal, c'est que les migrations, aujourd'hui, se complexifient. Elles se féminisent, elles emploient des routes qui sont de plus en plus diverses, de plus en plus éclatées, de plus en plus fragmentées. Le type de profil des migrants va en se complexifiant, va en se distinguant progressivement. Et donc, on a un phénomène qui est de plus en plus complexe. L'idée que je voudrais vous soumettre ici, mais sur laquelle je serais ravi d'avoir votre retour, c'est que, eh bien, sans surprise en quelque sorte, l'étude des migrations est à l'image de la migration elle-même, et que l'étude des migrations est allée en se complexifiant elle-même. En fait, on a un champ qui, originairement, était un champ relativement bien défini, une approche disciplinaire assez bien identifiée, et puis qui, peu à peu, en fait, a brisé des digues, a commencé à essaimer un peu, et la thématique s'est diffusée dans des espaces où, a priori, elle n'avait pas vraiment droit de citer. Historiquement, et là je renvoie aux travaux d'Abdelmalek Sayad sur la migration, l'enjeu migratoire, il apparaît dans quelques disciplines prioritairement, dans des disciplines où il fait sens dans un premier temps. Alors, où il fait sens simplement parfois d'un point de vue fonctionnel, c'est le cas de la démographie, parce qu'une fois que vous étudiez des mouvements, l'évolution d'une population, vous êtes obligé de prendre en considération les mouvements de population transnationaux. Vous avez ça en économie, parce que vous ne pouvez pas comprendre le marché du travail, notamment si vous ne prêtez pas une certaine attention aux mouvements migratoires. Mais vous avez ça aussi, surtout, et disons dans ces deux domaines-là, la migration est présente, mais elle est présente presque comme une des données d'un système plus général.
la migration va devenir un objet en soi, plutôt dans le domaine de la sociologie dans un premier temps, éventuellement de l'anthropologie dans un deuxième temps. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que si aujourd'hui ça peut paraître tout à fait acquis que la sociologie de la migration est un des sous-champs des études sociologiques, il faut se souvenir de ce qu'écrivait Sayad, qui disait qu'au départ, puisqu'il travaillait sur un objet mineur, eh bien, il était consigné ou relégué dans aussi des positions mineures au sein de la sociologie. Et donc, il a fallu, en quelque sorte, que cet objet acquiert ses lettres de noblesse, se fasse reconnaître comme un objet à part entière. Mais en Belgique, aujourd'hui, du fait des travaux d'un ensemble de pionniers quand même à l'échelle de la Belgique, des personnes comme André Area, Marco Martiniello, Ilke Adam, etc., on a aujourd'hui des chaires dans à peu près toutes les universités de sociologie de la migration, donc qui prennent cela comme un objet à part entière. Mais si on va au-delà de cela, on peut observer. Oui, je suis désolé, alors je vais faire quelque chose qui est très dangereux, c'est que je vais citer des noms de gens, certains qui sont dans la salle, d'autres qui ne le sont pas, et je vais certainement en oublier. Donc si jamais je vous oublie, je vous prie de m'excuser par avance. Voilà. Mais par ailleurs, si vous voulez, on va voir que peu à peu, la question de la migration va se diffuser, se propager dans tout un ensemble d'autres disciplines des sciences sociales, des disciplines où on comprend assez vite comment se fait la transition, d'autres où la transition est moins évidente, d'ailleurs se fera de façon plus tardive, et où on voit vraiment que voilà, la thématique, parce qu'elle occupe une place de plus en plus grande dans l'espace public, parce qu'elle se complexifie, parce qu'elle se ramifie, qu'elle touche à des sphères du champ social qui, a priori, ne s'en préoccupaient pas au préalable, et bien, elle va aussi être prise en charge par d'autres formes de disciplines scientifiques et devenir un objet de recherche dans ces autres disciplines scientifiques. Et donc, pêle-mêle, et de nouveau en m'excusant pour quiconque je pourrais oublier, mais en sciences politiques, on va commencer à se pencher sur les politiques publiques en matière de migration et à considérer que c'est une discipline à part entière, avec son expertise propre, avec ses enjeux propres, avec ses types de raisonnement, etc., ses positionnements aussi. Ça va générer des nouveaux clivages, des nouvelles lignes de fracture au sein du champ politique. Et donc, on va voir dans les travaux de Dirk Jacobs, de Jean-Michel Lafleur, de Julien Jean Desbos, on va voir apparaître cette thématique-là du contrôle migratoire, de la gestion des frontières, des politiques publiques d'accueil, d'encadrement, d'intégration éventuellement des migrants et de la migration de façon générale. Dans les études européennes, parce que là aussi, même si l'Europe se construit de prime abord plutôt sur l'intégration d'un marché et qu'elle se conçoit d'abord et avant tout comme un marché commun, eh bien, un des facteurs de production sur ce marché, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre circule de façon transnationale, et donc de plus en plus, l'Union européenne se voit contrainte et forcée, pas nécessairement de sa propre initiative d'ailleurs, mais de prendre des responsabilités en matière de gestion migratoire. Et dans des travaux de nouveaux pionniers, comme ceux par exemple de Denis Duet, professeur ici, eh bien, on va avoir une prise en considération à part entière de ce rôle de la migration dans les études européennes et de la façon dont la prise en charge de l'enjeu migratoire va en fait devenir un des facteurs et un des moteurs même du processus d'intégration européenne. En droit, il y a une tradition beaucoup plus ancienne pour le coup, mais une tradition de prise en charge des enjeux migratoires, de la définition du statut de la citoyenneté, du type de droits qui sont associés aux personnes en situation de mobilité. Et là aussi, je renvoie aux travaux de Philippe de Broecker, de Sylvie Sarolea, d'Isabelle Rorive, etc. Et là, j'en manque très certainement parce que la liste est très longue des personnes qui ont essayé d'étudier la façon dont le droit se saisissait de l'objet migratoire. En histoire, on aura l'occasion de le voir avec le premier panel de la journée qui suit directement ici derrière, mais là aussi, on a des travaux qui sont développés plus tardivement, mais qui ont pris en charge la trajectoire et l'impact des migrations dans la construction d'un cadre national. On peut penser aux travaux d'Anne Morelli. Je pense à un livre qui n'est pas rédigé pour le coup par un académique, mais par Tom Nagels, qui avait remporté un prix littéraire en Belgique, qui est la rédaction d'une histoire des migrations en Belgique.
rédigé d'ailleurs du point de vue du nord du pays, ce qui est quand même pas inintéressant dans le contexte politique actuel. Et puis, de façon encore enfin, on peut aller presque de façon concentrique un peu et voir que dans un ensemble de cercles a priori plus éloignés de l'enjeu migratoire, mais aujourd'hui, cette question est prise en charge. Et donc, dans le domaine de la linguistique, et je félicite Cécile Balti qui vient de défendre une thèse sur cette thématique-là, mais on a aussi Laura Calabrese qui travaille sur ces enjeux-là et qui essaye de voir comment bien, cette question de la migration se traduit dans le langage et dans l'emploi, l'usage et la structuration du langage. En psychologie, on aura l'occasion de l'entendre cet après-midi ou demain, je ne sais plus, demain je crois. Mais Antoine Roblin, par exemple, aujourd'hui vient d'être nommé sur une chaire dans le département de psychologie à l'ULB, mais qui porte sur la psychologie de la migration, et donc tous les enjeux de santé mentale et de construction de la psyché associés à la trajectoire migratoire. Et puis en philosophie, on aura l'occasion notamment d'écouter demain Sophie Klinis qui nous montrera comment ces enjeux migratoires-là, non seulement sont pris en charge par la réflexion philosophique et peuvent être, enfin, soulèvent des enjeux normatifs qui peuvent être travaillés d'un point de vue philosophique, mais aussi comment en fait la philosophie, enfin c'est une des thèses que je défends, mais la philosophie ou la réflexion philosophique est obligée en fait de se réinventer en partie au contact de cette question migratoire qu'elle a pendant très longtemps refoulée et qui en fait l'oblige à revisiter certaines de ses prémisses. Donc on voit qu'il y a une dispersion grandissante, une multiplication des enjeux scientifiques autour de la migration, et donc ce genre de journée est tout à fait indispensable, parce que on sait comment fonctionne l'université, on a tendance à rentrer dans des silos disciplinaires, on a des incitants forts à la spécialisation, et donc la tendance est forte par moment de en fait s'engager bille en tête dans des recherches très spécialisées, très pointues, et puis quelque part de perdre la richesse qui constitue le dialogue scientifique et qui nous permet d'échanger depuis des perspectives différentes mais sur des objets communs, et donc de construire et d'essayer de voir comment on peut arriver à une espèce de pollinisation mutuelle, si vous voulez, de nos recherches. D'où j'en arrive à mon deuxième constat, ce qui est un constat un peu, qui rentre un peu plus dans l'objet migratoire en lui-même, qui est un constat qui, je suis sûr, ne vous surprendra pas, parce que si vous travaillez sur ces questions-là, c'est des choses que vous aurez déjà rencontrées, mais l'idée selon laquelle, aujourd'hui, le phénomène migratoire ne s'est pas seulement complexifié, il est en fait de plus en plus devenu, il est affecté par une forme aujourd'hui d'ubiquité. Pourquoi ubiquité ? Eh bien parce que les frontières, si elles ont pu être un jour définies de façon un peu idéale typique comme des lignes géographiques qui séparaient deux territoires politiques et qui aussi délimitaient deux statuts, enfin des distinctions entre des statuts, des distinctions entre les nationaux citoyens d'une part et les étrangers d'autre part, eh bien on sait aujourd'hui et on observe aujourd'hui que en fait les frontières ont tendance à se fragmenter, à se morceler et en fait à se situer plus du tout sur les lignes géographiques auxquelles on les fait correspondre. L'expérience de la frontière, c'est kaléidoscopique, pour le dire d'une métaphore aujourd'hui. D'abord, on peut rencontrer la frontière bien avant d'arriver sur la ligne géographique de la frontière, par l'expérience du visa, par exemple, par les multiples pratiques d'externalisation des frontières qu'on connaît aujourd'hui à travers le monde. Donc la frontière a tendance à se projeter au-delà de son espace géographique. Et puis par ailleurs, parce que en fait, la frontière s'incarne aujourd'hui dans un ensemble de dispositifs, pour parler un langage foucaldien, de dispositifs qui vont la prolonger en fait et réitérer l'expérience de la frontière à l'intérieur même du territoire. Si je renvoie aux travaux français pour le coup, mais de Stéphane Lecourant, par exemple, Vivre sous la menace, dans lequel il pose le constat que mener une vie de sans-papier aujourd'hui, c'est mener une vie dans laquelle vous êtes en fait
placés sous l'épée de Damoclès de la rencontre du risque permanent de la rencontre de la frontière, sous des formes multiples et variées, mais qui pourraient en fait vous ramener à votre statut juridique et vous soumettre éventuellement à une expérience pour le coup très concrète de la frontière qui pourrait vous amener dans un centre de rétention et puis par ailleurs vers une procédure d'expulsion. Donc la frontière en fait aujourd'hui ne se trouve plus du tout à la frontière, pour le dire brutalement, elle s'est éparpillée. Et donc, on est obligé, pour travailler sur ces enjeux migratoires, on est obligé d'intégrer dans notre logiciel aussi de recherche cette fragmentation, cette diffraction de la frontière dans de multiples espaces. Comment est-ce que ça se traduit dans la recherche? Eh bien, on le voit à différents égards. D'une part, et alors là, pour prendre des classifications, enfin des métaphores spatiales un peu rapides, hein, mais on voit que la frontière, elle se déplace vers le haut. L'État-nation est remis en question. Ça n'est plus l'État-nation et ses frontières qui est déterminant, mais désormais, il faut s'intéresser, par exemple, à ce qu'on va appeler des systèmes migratoires qui sont des relations, des régimes de relations internationales entre des États différents, systèmes migratoires qui, en général, ont leur propre poids historique, et dans lequel, par exemple, il devient, à mon avis, tout à fait central, et c'est un des accents lourds de la recherche en migration aujourd'hui, mais de prendre en considération, par exemple, l'héritage colonial dans la construction de ces systèmes migratoires, et la façon dont cet héritage colonial peut façonner des trajectoires diasporiques, par exemple, ou peut façonner des couloirs migratoires, ou peut influencer des dynamiques migratoires spécifiques. Donc ça, c'est un des aspects. On peut regarder aussi au niveau de l'Union européenne, hein, où on voit bien qu'on a un système migratoire, à certains égards. Schengen est probablement une des versions les plus formalisées, si vous voulez, d'un des systèmes migratoires, et donc qui renvoie à cette projection de la frontière vers l'extérieur, enfin vers le haut, et cette dépossession en quelque sorte de l'État-nation au profit d'institutions supranationales ou de systèmes qui les débordent. Et donc on a une étude de la recherche des causes systémiques de la migration, hein, qui ne soit pas une recherche simplement liée à des politiques nationales. On a aussi le développement de ce qu'on a pu appeler un courant qui se revendique de l'autonomie de la migration, donc l'idée selon laquelle la migration échappe en fait à l'emprise que cherche à lui imprimer une partie des politiques publiques, ce qui nous oblige notamment à nous intéresser à l'agentivité, pour utiliser une mauvaise traduction de l'anglais, mais à l'agentivité des migrants, et nous intéresser à la façon dont les migrants se comportent eux-mêmes, pas seulement comme des objets de politique en fait, mais comme des acteurs politiques, et donc considérer la façon dont les migrants se mobilisent, s'engagent dans des luttes sociales, et deviennent des acteurs politiques de façon tout à fait affirmée. Là, je renvoie aux travaux de Yuri Vertonghen, par exemple, ou de Thomas Wertz au nord du pays, qui considèrent cette dimension, cette autonomie de la migration, cette façon dont les acteurs sont capables de s'imposer comme des acteurs, les migrants s'imposent comme des acteurs politiques à part entière. Dernier élément qui, à mon avis, mérite d'être relevé, c'est que dans cette littérature, de façon assez notable, on retrouve, à quelques exceptions près, mais une méfiance très forte à l'égard de ce qui peut émerger dans le débat public par ailleurs, mais pas du tout dans le débat scientifique. C'est une forme d'appréhension un peu romantique du nomadisme, où en fait c'est quelque chose qu'on peut voir dans des essais grand public, etc., mais où on constate bien que parmi la communauté des chercheurs, l'idée même selon laquelle cette déconstruction de l'État-nation s'accompagnerait en fait d'un âge d'or du nomadisme dans lequel on serait tous devenus flottants, libres de se reconstruire dans de multiples lieux à la fois, etc., ne semble absolument pas correspondre aux données de terrain qu'on récolte, et où en fait on constate que la plupart des personnes avec qui on a des interactions et que quand on a l'occasion de mener des enquêtes de terrain, la plupart de nos enquêtés témoignent du fait que ce qui les intéresse, c'est bien de pouvoir rétablir une forme de sédentarité quelque part, de pouvoir s'implémenter et de reconstruire des vies, alors parfois à cheval sur différents espaces, sur différentes trajectoires, qui intègrent une césure dans la trajectoire biographique, mais néanmoins qui ne soit pas simplement une espèce de flottement perpétuel. Vers le bas,
Par ailleurs, donc la frontière, je le disais, elle se déconstruit vers le haut, elle se déconstruit également vers le bas. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans cette perte de centralité de l'État-nation, de plus en plus, par exemple, on va se tourner plus nécessairement vers l'activité législative, qui pendant longtemps a été le cœur des préoccupations des chercheurs. On s'intéressait à ce que disait le droit, à ce que souhaitait faire le législateur. Et là, je renvoie au très riche ouvrage collectif qui vient d'être publié aux presses universitaires de Bruxelles, mais de Federica Infantino et de George Sredanovic, mais aussi à la thèse de Carla Massia qui vient d'être publiée, et qui, l'un et l'autre, en fait, s'intéressent au tournant de l'étude de l'implémentation, donc plus seulement de la conception des politiques, mais qui dit en fait, à partir du moment où les politiques sont conçues, très souvent comme en fait il y a un décalage et un écart entre ce que le législateur a en tête et les moyens qu'il met sur la table, les institutions qu'il mobilise, etc., eh bien, très souvent, les bureaucrates qui ont la responsabilité de mettre en œuvre ces politiques sont obligés d'être extrêmement créatifs pour réussir à les mettre en œuvre et donc doivent en fait réinventer en partie la législation. Ils doivent développer des routines, ils doivent développer des pratiques, et en fait, ces pratiques, en elles-mêmes, constituent des normes, constituent une forme de réinvention du droit ou de prolongement du droit. Et donc, il ne faut pas simplement s'intéresser à la façon dont on conçoit les règles migratoires, il faut s'intéresser aussi à la façon dont elles sont mises en œuvre. Et bien souvent, entre l'un et l'autre, en fait, il y a un décalage immense qu'il faut pouvoir mesurer et qu'il faut pouvoir prendre en considération. Troisième élément, le fait que la frontière se déconstruise de cette façon et qu'elle se disperse dans l'espace a aussi un effet dans le temps. Puisque la frontière est devenue épaisse, qu'elle n'est plus une ligne, mais qu'elle est en fait un labyrinthe de miroirs, si vous voulez, un labyrinthe de glace, la traversée n'est plus un instantané non plus. En fait, l'expérience de la frontière, c'est une expérience qui parfois se prolonge très loin dans le temps, et on peut même voir des personnes qui sont assignées en quelque sorte à une proximité à la frontière de par leur statut, des personnes par exemple parce qu'elles sont de seconde génération et qu'on considère qu'elles ont toujours un lien avec leur espace, avec l'espace, avec le pays d'origine de leurs parents. Et donc on peut voir comme ça une espèce d'allongement dans le temps de la durée, de la frontière, qui est aussi là prise en considération par une partie des recherches. Et je pense aux recherches de Mariam Colley, je pense aux recherches de, j'ai oublié maintenant, mais un ensemble de recherches qui s'intéressent comme ça à la façon dont l'intégration, le vécu des jeunes de quartier, le vécu de seconde génération peut être rapporté à cette expérience de la frontière en permanence, même si formellement il n'y a plus nécessairement cette expérience du franchissement de la frontière. Une fois posés ces quelques enjeux théoriques globaux, comment est-ce que ça se traduit dans le cadre de la Belgique? Parce que c'est aussi partie de ma commande, c'était d'observer un peu la spécificité de la Belgique. Alors, je le disais en introduction dans mon slide précédent, on a développé aujourd'hui une critique de ce qu'on pourrait, chez des auteurs comme Nina Glitschiller ou Ulrich Beck, etc., chez les sociologues, on peut voir apparaître la critique de ce qu'on a appelé le nationalisme méthodologique. Donc l'idée selon laquelle, justement, il fallait rompre avec la centralité de l'État-nation et s'intéresser de plus en plus à ce qui se passait au-delà et en deçà de l'État-nation, en considérant que la migration n'était en fait pas un phénomène, par définition, pas nécessairement un phénomène national, mais il n'empêche que, et ça c'est à mon avis quand même une conversation qu'on peut avoir avec les partisans de la thèse du nationalisme, les critiques du nationalisme méthodologique, c'est que c'est un peu le même débat que celui qu'il peut y avoir sur la fin de l'État-nation dans la science politique ou dans les relations internationales. C'est que j'ai des collègues plus âgés qui me disaient que à peu près depuis qu'ils ont commencé leurs études, on leur annonce la fin de l'État-nation et qu'on observe que quand même l'État-nation est quand même terriblement résilient. Et il est vrai, c'est certain, que notamment au sein de l'Union européenne, l'État-nation s'est dépossédé d'une partie de ses leviers en matière migratoire, les a par exemple transférés au niveau européen. Mais il n'empêche qu'un ensemble des leviers reste fermement entre les mains
des décideurs nationaux. Et donc, je trouve que c'est tout à fait stimulant, la critique du nationalisme méthodologique. Il faut impérativement prendre ça en considération dans nos travaux. Mais ça ne doit pas non plus nous amener à effacer complètement l'État-nation, qui reste quand même un acteur important. Et donc, de ce point de vue-là, on peut légitimement s'intéresser sur les spécificités de la Belgique et les spécificités, du coup, par effet de miroir, hein, de la recherche en Belgique. Et là, de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a un ensemble de choses qui méritent d'être relevées. Le fait que, pour commencer, il y a la Belgique, et ça, c'est des choses, il n'y a rien qui va vous surprendre dans ce que je vais te dire, hein, mais le cadre fédéral de la Belgique, qui fait que, c'est assez impressionnant si on compare, par exemple, nos recherches. C'est une expérience, vous avez probablement déjà toutes et tous fait, hein, mais si vous comparez vos recherches avec celles de collègues français, par exemple, où on constate que chez nous, l'enjeu des relations interinstitutionnelles ou l'enjeu des débats communautaires a tendance à être central dès lors qu'on ouvre un peu la boîte des politiques publiques, hein, et qu'on s'intéresse à la façon dont sont conçues et imaginées les politiques publiques, alors qu'en France, typiquement, cet enjeu-là est nettement moindre. Il peut y avoir éventuellement un peu de friture sur la ligne entre la préfecture et l'État central, mais globalement, c'est le plus gros risque qu'il puisse y avoir. En Belgique, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques, on a des divisions de compétences qui nous obligent en permanence à renégocier, à discuter. On a cette fameuse lasagne institutionnelle qui fait que dans des thèses comme celle d'Adriana, par exemple, eh bien, c'est un enjeu tout à fait central. C'est quelque chose qu'on voit apparaître en permanence, c'est cette espèce de négociation ininterrompue entre les institutions, entre les niveaux de pouvoir, qui fait tout le sel, mais aussi toute la complexité de la Belgique. Deuxième élément, et toujours par contraste avec la France, un des charmes, par ailleurs, de cette salade institutionnelle, c'est qu'on a une relation, je dirais, beaucoup plus apaisée quand même à l'enjeu de l'identité nationale, par exemple, que nos voisins français. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas un enjeu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une relation à une identité collective, hein. On le voit bien dans le nord du pays singulièrement, hein, où il y a quand même des enjeux d'identification collective, mais ça veut dire néanmoins que dans la confection au niveau national de nos politiques migratoires, ça n'est pas un argument particulièrement efficace, et donc le débat se structure, se construit un peu différemment qu'ailleurs, et donc ça c'est quand même une considération importante. Troisième élément, la spécificité de l'histoire migratoire belge. Ça n'est pas unique à la Belgique, mais quand même on combine un ensemble d'éléments qui sont assez spécifiques. La Belgique a un passé colonial qui ne passe pas, dont elle a du mal à assumer l'héritage, mais qui est en fait extrêmement prégnant et joue un rôle décisif dans la construction dans ces dynamiques migratoires plutôt. Et donc là, il y a quelque chose à prendre en considération. Mais par ailleurs, la Belgique a aussi une histoire liée aux accords bilatéraux de transfert de main-d'œuvre, qui, elle, en revanche, est plus assumée, plus intégrée, mais qui indéniablement est quand même constitutif de son identité. Et troisième élément, la Belgique, plus récemment, a joué un double rôle d'un point de vue migratoire. Elle a été certes un pays de destination, mais elle a aussi été, de façon assez importante, un pays de transmigration. Donc un pays par lequel circulaient nombre de flux migratoires, mais des flux migratoires qui n'avaient pas pour destination finale la Belgique. Ce qui lui donne aussi, du point de vue migratoire, un statut un peu particulier, et qui fait que la façon dont se construisent les politiques, la façon dont se construisent les dynamiques, là aussi, est quelque chose d'un peu singulier. Comment est-ce que... alors, qu'est-ce qu'il y a encore de spécifique à la façon dont se construit la recherche en Belgique? Et là, de nouveau, deux éléments un peu éparses, hein, mais que je soumets à votre sagacité, qui, à mon avis, font partie quand même du paysage de la recherche aujourd'hui. Un, c'est la porosité très forte, liée justement au fait que la Belgique est un petit pays avec des niveaux de pouvoir assez distincts et des compétences assez importantes qui se trouvent à des niveaux de pouvoir assez à plus petite échelle, eh bien, il y a une porosité beaucoup plus forte, à mon sens, qu'ailleurs, entre le monde associatif et le monde universitaire.
Donc là, il y a des échanges soutenus, il y a un dialogue assez permanent entre ces deux univers-là qui, à mon avis, informent aussi bien le monde associatif que le monde universitaire et qui se construit vraiment dans un mouvement de va-et-vient, mais qui, je pense, colore assez fort la recherche en Belgique francophone. Deuxième élément, c'est que il y a, et d'ailleurs ça pourrait en soi être un sujet de recherche et à mon avis très intéressant, c'est qu'il y a une volonté de la part des pouvoirs publics assez manifeste de mettre en place des centres de production de connaissances qui ne soient pas des centres académiques sur les questions migratoires. Donc il y a une volonté d'une construction d'expertise publique sur les enjeux migratoires qui se manifeste notamment par la construction d'une institution comme Myria, qui aujourd'hui fournit une partie des données quantitatives sur lesquelles nous travaillons, et puis qui s'exprime aussi dans le débat public et intervient comme acteur dans le débat public francophone. Et là, je pense que c'est pas inintéressant de relever cette façon dont se construit un peu cette forme à la fois complémentaire et concurrente d'expertise autour de ces enjeux migratoires. J'avance, est-ce que je suis trop long là, non ? Très bien. Pourquoi est-ce que c'est pas inintéressant de le mentionner? Et là, j'en viens à la partie plus après avoir dressé une espèce d'état des lieux, de panorama beaucoup trop rapide de l'état de la recherche sur l'immigration en Belgique aujourd'hui, relever une partie des enjeux. Quel est le rôle, quelle est la place et comment est-ce qu'on devrait se comporter, si vous voulez, en tant que chercheur scientifique et chercheuse scientifique en Belgique? Et là, un ensemble de constats qui, de nouveau, ne vous surprendront pas du tout, mais simplement pour essayer de clarifier un ensemble de choses. Premier élément, c'est qu'il y a de façon manifeste une polarisation du débat public qui met la recherche dans une position particulièrement inconfortable, en réalité. Inconfortable, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une forme d'ambivalence très forte autour de la migration. Il y a à la fois une demande d'expertise très forte. C'est manifeste, si vous voulez, dès qu'il y a un peu un fait d'actualité migratoire, dès qu'il se passe quelque chose, on voit bien qu'en fait, il y a la volonté d'avoir des explications, des personnes qui soient à même de décrypter un ensemble de phénomènes, qui sont par définition, pour une partie d'entre eux, relativement opaques, parce qu'ils échappent, par exemple, délibérément à l'observation de la loi et du droit, parce qu'on a des personnes qui sont en situation irrégulière, par exemple. Et donc, on a une demande d'expertise pour permettre de comprendre, d'expliquer, de mettre à jour un ensemble de phénomènes. Et par ailleurs, on a une décrédibilisation très forte, ou une contestation très forte de l'expertise sur ces thématiques-là. Un exemple, pour moi, paradigmatique de cet enjeu-là, qui est un texte que, à la fois, je vous déconseille profondément, et puis qu'il faut, en fait, à mon avis, malheureusement lire, c'est Le Grand Remplacement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de fréquenter ça, mais il faut mettre un pince-nez et se jeter dedans, je pense, de temps en temps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, que autour du Grand Remplacement, enfin, dans le texte du Grand Remplacement, qui est complètement délirant par ailleurs, mais il y a notamment une revendication très forte d'une forme d'expertise du quotidien. Et donc là, on a un auteur qui nous dit, moi, en fait, je vois bien ce que je vois quand je me balade dans les métros à Paris. Et en fait, ça me suffit comme donnée du quotidien, et je n'ai pas envie d'aller au-delà, etc. Et même, je pense que cette donnée, cette sociologie rapide de ma rame de métro, elle est plus valide, elle est plus crédible que l'expertise qui existe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment présenté comme une forme d'expertise en soi. Et c'est une expertise qui est opposée à l'expertise académique. Et il y a des longues pages consacrées, par exemple, à l'enfumage des statistiques, au risque des données quantitatives, etc. Évidemment, comme vous êtes Renaud Camus, vous êtes obligé de faire ça, mais c'est quelque chose qui me semble tout à fait symptomatique et représentatif de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a une volonté d'une parole experte sur les enjeux migratoires, parce que c'est quelque chose qui angoisse, qui génère vraiment des interrogations dans le domaine public, mais en même temps, il y a une volonté
que cette expertise corresponde à une certaine attente. Et donc, il y a une volonté de décrédibiliser une expertise qui ne rencontrerait pas certains attendus. Et donc, une concurrence entre des expertises qui ne reposent pas du tout sur les mêmes types de fondements. Et d'ailleurs, enfin, pour être honnête, il y a ce que j'appelle cette sociologie rapide. Pour moi, ce n'est pas une expertise en soi, hein, c'est bien entendu une forme de fumisterie, mais c'est important de souligner, de voir la façon dont ça se construit. D'où comment se positionner et comment réagir à cette espèce d'ambivalence. Il y a une première façon de fonctionner que je ne veux absolument pas décrédibiliser, qui me semble être très intéressante en soi, et c'est le positionnement qu'on retrouve chez des figures assez importantes, hein, et je pense notamment à François Héran dans le monde francophone, dans le monde anglophone, à Hein de Haas, par exemple, qui vient de publier un livre qui s'appelle How Migration Really Works, et qui reposent l'un et l'autre sur le même type de démarche, à savoir qui insistent l'un et l'autre sur le fait qu'ils vont démonter un ensemble de mythes migratoires à partir d'un ensemble de données. Alors ici, et l'un et l'autre ayant comme constat d'ailleurs assez intéressant hein, il y a un découplage complet entre les postures politiques et le discours politique et la réalité des chiffres. Par exemple, il n'y a jamais eu autant d'immigration en Grande-Bretagne que depuis le Brexit et l'arrivée au pouvoir du gouvernement conservateur. Ce que met en évidence Hein de Haas dans son travail. Alors du coup, parce que je pense que je suis trop long, je passe les quelques slides que je vous avais mis ici, mais qui tendent à démontrer, si vous voulez, simplement qu'en Belgique, voilà, si on voulait faire cet exercice-là, et en se contentant de chiffres très 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 basiques, hein, mais à partir justement de données de Myria, on pourrait montrer qu'il y a une augmentation de la migration sur les 2-3 dernières décennies, mais qui n'a rien d'une explosion, comme on voudrait parfois le faire entendre dans le débat public, qu'il y a plutôt une courbe en fait relativement stable, même si on rentrait dans le détail, il y a évidemment des soubresauts et des variations plus fortes, mais voilà, je pense que je suis en retard, donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ces tableaux. Et dire que cette démarche, à mon sens, elle est nécessaire. On peut s'interroger de savoir si elle est suffisante. Est-ce qu'elle permet vraiment, enfin, ce rappel des faits, ce rappel des données empiriques, cette mobilisation des chiffres, des statistiques, est-ce que ça suffit à répondre à l'anxiété migratoire qu'on observe aujourd'hui et au type de demande qui nous est formulée par les pouvoirs publics, par l'opinion publique, etc. Et là, je pense que non. Pour être honnête, je pense que c'est nécessaire mais non suffisant. Et que c'est une des raisons pour lesquelles, eh bien, notamment, nos disciplines se sont diversifiées. Parce qu'en fait, on observe bien que cette question migratoire, elle touche à de plus en plus d'aspects de la vie sociale, et donc que spontanément, en quelque sorte, ou inconsciemment, mais dans nos disciplines respectives, nous avons répondu en quelque sorte à cet appel, et que nous avons cherché à voir ce que la migration faisait dans ces différentes disciplines. Au risque d'enfoncer une porte ouverte, quand même, un rappel qui me semble important, hein, parce que c'est quelque chose qu'on entend très fort aujourd'hui aussi, c'est, il me semble qu'en tout cas, il y a une chose dont il faut se prémunir, c'est que répondre à cet appel, à cette demande d'expertise, ça ne nous contraint pas à ce qu'on a pu appeler erronément une forme de neutralité axiologique. D'une part, la traduction neutralité axiologique, c'est une traduction qui a été faite de l'allemand de Max Weber par quelqu'un qui s'appelle Julien Freund, qui était un proche de Carl Schmitt, ce qui le situe un peu dans le spectre politique. Et c'est une traduction qui est mensongère. Le terme dans le texte de Weber, c'est Wertfreiheit, la liberté par rapport aux valeurs du chercheur. Et si on revient, et là je renvoie aux très beaux travaux d'Isabelle Kalinowski, si on revient à ce que veut dire ce terme, hein, en fait, l'idée, c'est pas que le chercheur, dans le texte de Weber, devrait entretenir une forme de neutralité axiologique, c'est que le chercheur devrait développer une forme de liberté par rapport à ses propres valeurs, ou plutôt être capable de s'émanciper par rapport à ses propres valeurs dans la construction de son objet, de sa réflexion scientifique. Ça ne veut pas dire que le chercheur n'a pas de valeur, ou que ses valeurs ne l'impliquent pas dans sa recherche. Et donc, je pense que c'est tout à fait faux, comme le fait un très mauvais petit pamphlet récent de Nathalie Heinisch
d'opposer le militantisme à la recherche. Je ne pense pas que l'un et l'autre soient nécessairement contradictoires. Je pense en revanche, et là on risque peut-être d'en décevoir certains dans la salle, mais qu'il faut distinguer les deux démarches. Et ça, je pense que c'est vraiment important, notamment, pas tellement parce que je pense, comme le pense Nathalie Heinisch, que le militantisme corrompt la recherche, et qu'il va nécessairement, si vous voulez, mettre sous l'étouffoir notre esprit critique. Je pense au contraire que le militantisme peut être l'aiguillon d'une certaine réflexion critique. En revanche, je pense que ce serait une forme d'hubris scientifique de croire qu'on peut substituer au débat public un débat scientifique. Le débat démocratique n'est pas un débat scientifique. Il est plus large que cela. Notamment parce que dans le débat scientifique, je pense que notre fonction, c'est de comprendre pour éventuellement, in fine, juger, une fois qu'on a établi un ensemble de faits, alors que le débat démocratique doit comprendre, juger et puis transformer, ce qui n'est pas nécessairement la fonction des chercheurs ou pas la fonction première des chercheurs. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, il y a une forme d'humilité à avoir, et il faut donc distinguer la position du militant et du chercheur, pas parce que le militant menace le chercheur, mais plutôt parce que le chercheur menace le militant, à mon sens. Et j'en finis par là, parce que je pense que j'ai été trop long, la perspective. Un historien dont j'ai oublié le nom, mais à Oxford, j'ai présenté un travail un jour, et était interrogé sur les prolongements possibles de son enquête historique, et avait répondu, et la formule m'avait frappé, même si je ne me souviens plus de son nom, I don't study the future, it has dreadful sources. Et je pense que c'est quand même quelque chose qu'on devrait garder à l'esprit quand on se tente à ce genre d'exercice de futurologie, c'est qu'en fait, dès lors qu'on fait ça, on cesse en quelque sorte d'être des scientifiques et on devient un peu des astrologues. Hein. Et donc il faut se méfier de ce genre de démarche. Mais néanmoins, comme c'est un peu l'exercice imposé du jour, je voudrais quand même dire deux mots là-dessus. Et dire que il me semble qu'on pourrait chercher à faire une espèce d'histoire des paradigmes dominants de l'étude de la migration en Belgique. Et qu'on pourrait jouer à essayer de voir vers où se dirige et comment se prolonge cette histoire. Et si je l'ai fait, mais je l'ai vraiment fait en 10 secondes, en n'ayant absolument pas consulté les sources, donc c'est vraiment absolument pas scientifique comme démarche, si vous voulez, mais on pourrait se dire qu'à une époque, ce qui a prédominé, c'était la figure du travailleur étranger, hein, c'était ça qui était au centre de l'étude, parce qu'on était dans le contexte des accords bilatéraux migratoires, et puis de plus en plus, on s'est intéressé à la question de l'intégration. Il s'agissait de faire en sorte que ces travailleurs qui en fait restaient contre toute attente, eh bien, puissent aujourd'hui devenir partie prenante et être pleinement acteurs dans la société qu'ils rejoignaient. Et puis, par la suite, on s'est rendu compte qu'il y a eu un basculement autour de ces enjeux-là, et l'enjeu est devenu de plus en plus un enjeu de sécurité. Et on a toute cette littérature sur la sécurisation des enjeux migratoires. Aujourd'hui, on pourrait se demander si dans un contexte où rejaillissent de plus en plus en fait l'héritage postcolonial des migrations, ça ne pourrait pas être si la matrice dominante, ou si le paradigme dominant ne pourrait pas être celui de la réflexion sur un racisme ou un racisme structurel qui surdéterminerait en fait nos politiques migratoires. Donc, mais simplement, ce que je veux dire à travers cette beaucoup trop rapide, et je sais qu'il y a un des panels qui va se pencher là-dessus aujourd'hui ou demain, et donc je serais très curieux d'entendre comment elles et eux reconstruiraient cette trajectoire-là, mais la seule conclusion que je voulais faire de ce point de vue-là, c'était de dire, j'ai peur, je ne voudrais pas terminer sur une note défaitiste ou pessimiste, mais je me demande, très sérieusement, et 2024 et les élections nous apporteront peut-être un début de réponse, mais si nous n'allons pas être obligés de revoir en partie le cadre et le contexte politique dans lequel nous menons notre réflexion. Parce que, alors je me permets une anecdote personnelle, mais moi quand j'ai entamé ma thèse, je travaillais sur la légitimité dans les théories de la démocratie, ou plutôt les efforts de légitimation et de délégitimation dans les théories de la démocratie, du contrôle des migrants. Et à l'époque, quand j'avais construit ma question de recherche, j'avais écarté la question des réfugiés en disant, d'un point de vue normatif, c'est une question qui est résolue. Il n'y a pas d'enjeu
d'un point de vue philosophique autour des réfugiés, parce qu'en fait, il y a un cadre il y a un régime juridique international qui statue là-dessus, et a priori, la question est tranchée. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt de s'intéresser, enfin de regarder ce qu'on appelle les migrants économiques et de voir dans quelle mesure celles-là et ceux-là sont autorisés ou pas à rejoindre des États européens. Aujourd'hui, cette question devrait être révisée parce qu'il n'y a plus de certitude normative autour du statut des réfugiés. Et je pense, de façon générale, dans ma thèse, j'avais construit cet enjeu comme une confrontation entre des manifestations de la souveraineté populaire en faveur d'une forme de particularisme démocratique, et donc de fermeture éventuelle des frontières, mais qui devait coexister, bon an, mal an, avec l'universalisme des droits de l'homme, qui était un héritage à part entière de la démocratie libérale. Et donc il fallait, dans une démocratie libérale entendue dans un sens large et plein, combiner et articuler ces deux principes, le principe de la décision démocratique et le principe de l'universalisme des droits de l'homme. Je me demande si, au-delà de 2024, nous ne pouvons pas éventuellement basculer dans un monde dans lequel les droits de l'homme ne sont plus un langage qui fait autorité. Et donc, dans lequel la question migratoire ne peut plus s'appuyer sur le langage des droits humains comme une ressource fiable. Je vous donne un exemple de l'actualité. Hier, la plus haute cour britannique a rejeté le plan de Rishi Sunak et Suella Braverman de transfert des demandeurs d'asile au Rwanda, en s'appuyant sur une décision de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Eh bien, la réaction immédiate d'une partie des parlementaires de Rishi Sunak, c'était de dire soit nous allons sortir du Conseil de l'Europe et en fait ignorer désormais l'autorité de la Haute Cour européenne des droits de l'homme, soit nous allons simplement décider en droit anglais que cette décision est nulle et non avenue et que nous allons envoyer, c'était l'expression exacte d'un des parlementaires de Rishi Sunak qui disait « send them on the planes anyways ». Donc nous allons faire décoller les avions quoi qu'il arrive en ignorant complètement ce jugement. Donc voilà, il n'y a aucune certitude, c'est de la futurologie, je suis en train de lire dans une boule de cristal, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, qu'il faut pouvoir considérer, et se demander si ce cadre de la démocratie libérale qui pendant très longtemps en fait, a informé et fournit le contexte de toutes nos réflexions, eh bien, ne va pas être amené à évoluer et à être transformé, et donc s'il ne faudra pas par conséquent aussi revoir la façon dont on travaille sur les migrations. Je vous remercie pour votre attention et désolé d'avoir été un peu long.